L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Allianz. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau mardi de la santé UNIM proposé par Clinique Médico-Sport en partenariat avec l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Alors nous nous trouvons dans les studios de Clinique Médico-Sport où nous recevons tous les 15 jours des spécialistes pour aborder des phénomènes socio-économiques du monde de la physiothérapie qui bousculent les théories acquises, le statut des cabinets et qui projettent l'avenir de ces acteurs. Alors, après avoir parlé il y a 15 jours de l'accès direct au cabinet de kiné et dès lors des conséquences et opportunités qui en découlent, nous nous intéressons aujourd'hui au déconventionnement. Donc après avoir parlé il y a 15 jours de l'accès direct au cabinet de kiné et dès lors aux conséquences et opportunités qui en découlent, nous nous intéressons aujourd'hui au déconventionnement. Alors, s'agit-il d'un Eldorado pour les kinésithérapeutes ? Ce déconventionnement peut-il être total, partiel et le cas échéant dans quelle proportion ? Alors, on rappelle un petit peu le contexte de cette émission. Un nombre croissant de thérapeutes se pose en effet aujourd'hui la question d'une pratique déconventionnée, partielle ou totale de leur profession. Et lors de ce plateau, nous souhaitons faire un état des lieux, des enjeux et des avantages d'une sortie du système conventionné en abordant tous les paramètres, la liberté dans la pratique, l'indépendance législative, politique, tarifaire, le parcours administratif. Et en effet, la réflexion quant à un déconventionnement total est tout à fait légitime au regard des contraintes qui pèsent sur la profession et apparaît comme une alternative hors convention. Donc, s'informer ne signifie pas choisir cette option, mais en tout cas en connaître les avantages et les inconvénients. Alors, chez Clinique Médico-Sport, nous restons neutres. Notre objectif n'est pas de dicter un choix, mais de donner toutes les clés aux masseurs kinésithérapeutes pour choisir la meilleure option possible, correspondant à sa pratique, ses envies, donc en toute connaissance de cause. Alors, plusieurs questions vont se poser avec vous, messieurs. Est-ce une évolution nécessaire pour la survie de la profession ? Le kiné doit-il exploiter autrement ses compétences ? Et enfin, nous essayerons de donner toutes les clés de compréhension sur les aspects juridiques et financiers. Alors, pour débattre de ce sujet, nous accueillons sur le plateau ce soir, à ma gauche, Pierre-Alain Riera. Bonsoir. Donc, vous êtes ostéopathe, diplômé de kinésithérapie, également formateur chez Isostéo, donc qui est une école d'ostéopathie. Alors, on précise d'entrée que vous n'exercez plus du tout depuis 7 ans comme masseur kinésithérapeute, mais comme ostéopathe exclusif, car vous avez demandé votre radiation auprès du Conseil de l'Ordre depuis 2015. Exact. C'est exact. C'est exact. À ma droite, maître Jean-Pierre Viennois, donc vous êtes avocat spécialiste du droit des sociétés dans le domaine de la santé au sein du cabinet Brett Bremens à Lyon. Donc merci à vous de nous rejoindre sur le plateau. Et Patrick Méo, donc, qui est le fondateur du système Clinique Médico-Sport. Donc nous sommes ici dans votre maison. Merci de nous accueillir sur ce plateau. Et avant donc d'entrer dans le vif du sujet de ce soir et de répondre avec nos intervenants multiples questions sur le sujet, nous accueillons alors à distance aujourd'hui Aude Penel qui représente notre partenaire l'UNIM. Alors Aude, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, qu'est-ce que l'UNIM et quel est son rôle dans l'accompagnement des professionnels de santé, en particulier des kinés ? Oui, bien sûr, l'UNIM, c'est l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. C'est une association confraternelle à but non lucratif qui a une particularité, c'est d'avoir un conseil d'administration
qui est composé uniquement de professionnels de la santé comme vous. Et ces professionnels de la santé se sont regroupés et ont réfléchi aux risques liés à votre personne, à leurs conséquences sur vous, votre famille ou sur votre activité professionnelle, et ont de ce fait négocié des contrats qui ont des garanties spécifiques à votre profession, dans l'objectif justement de vous accompagner, que ce soit en termes de prévoyance, de santé, assurance de l'exercice en groupe ou en garantie emprunteur. Et pour ce faire, l'UNIM s'est appuyé sur un partenaire de confiance, de renom, qui n'est autre qu'Allianz, le numéro 1 européen. Merci beaucoup. Est-ce que l'on peut prendre un cas pratique pour illustrer tout cela? Oui, tout à fait. On peut prendre un cas pratique et prenons l'exemple de quelqu'un qui a eu un accident et des conséquences de cet accident en les gradant, j'ai envie de dire, par gravité. Ce qui est le moins grave, entre guillemets, c'est l'arrêt de travail. Dans ce cas-là, la prévoyance, elle va intervenir en versant des indemnités journalières qui vont compléter celles versées par le régime obligatoire de la Carpinco, afin de pouvoir maintenir son niveau de vie et également pouvoir faire face aux frais professionnels. Conséquence plus grave, l'invalidité mais partielle, c'est-à-dire que la personne peut continuer à exercer son activité professionnelle, mais elle est limitée dans sa capacité d'exercer son activité professionnelle. Dans ces cas-là, l'UNIM va verser une rente invalidité, et ce des 10% d'invalidité, c'est le taux le plus bas du marché. Et cette rente invalidité va permettre de compléter les revenus du kiné qui serait en invalidité partielle. Conséquence encore plus grave, l'invalidité totale, c'est-à-dire que là, le kiné est en rupture totale avec l'exercice de sa profession. L'UNIM a pour objectif de verser une rente totale, cette fois-ci, permettant de couvrir l'ensemble des besoins en termes de revenus professionnels. Et puis, le cas le plus extrême, c'est le décès. Et dans ce cas-là, l'UNIM a pour vocation de verser des capitaux décès, que ce soit aux ayants droit, c'est-à-dire l'épouse, l'époux, les enfants, éventuellement aux associés, s'ils travaillaient en association et s'il faut prévoir des systèmes de rachat de parts de la société. Et puis également des rentes éducation pour financer les études des enfants, ou des rentes conjoints pour maintenir le niveau de vie du conjoint survivant. Voilà l'ensemble des garanties qui peuvent être mises en jeu dans le cadre d'une prévoyance afin de compléter, j'ai envie de dire, les régimes obligatoires qu'on sait malheureusement largement insuffisants concernant les kinésithérapeutes. Et donc, comme tous les 15 jours, un atelier est proposé par l'UNIM à nos auditeurs. De quoi va-t-il s'agir ce soir? Pouvez-vous nous faire un petit aperçu de la poursuite de cette émission? Oui, en effet, Nathalie, aujourd'hui, on va vous proposer un atelier qui va parler d'actualité. Elle est riche vous concernant d'un point de vue assurantiel. Tout d'abord, la réforme des indemnités journalières qui va vous impacter vous directement et qui va vous permettre de faire quelques économies en termes de prévoyance, mais également une actualité très riche du côté des assurances emprunteurs, où vous allez voir que le marché s'ouvre encore un peu plus, toujours dans l'objectif justement de vous proposer des tarifs toujours plus compétitifs et un accès à l'emprunt facilité. Alors, le déconventionnement, un Eldorado pour les kinésithérapeutes, point d'interrogation. Notre première partie, le déconventionnement est-il une évolution nécessaire pour la survie de la profession? Donc, il s'agit dans cette partie d'évoquer les tenants et aboutissants du déconventionnement, en particulier les avantages, les opportunités qui en découlent pour les kinés. Alors, nous allons commencer avec vous, Pierre-Alain Riera, en vous demandant finalement de témoigner un petit peu de votre parcours, de retracer votre parcours depuis MK conventionné classique et puis... et les évolutions. Et vos évolutions. Alors, j'ai un parcours assez classique de kiné conventionné, sorti de l'école de kinésithérapie. J'ai commencé à exercer en cabinet à la kinésithérapie libérale. Et rapidement, j'ai senti le besoin d'avoir un apport de compétences supplémentaires, un apport de connaissances supplémentaires. J'ai donc choisi de me former en ostéopathie. Il y avait différentes options qui s'offraient à moi. L'ostéopathie semblait être une bonne option qui correspondait pas mal à ma pratique. Donc j'ai évolué pendant 6 années
À l'époque, on était sur 6 années. J'ai évolué sur 6 années en école d'ostéopathie en parallèle de mon exercice de kinésithérapie. Et une fois le diplôme en poche, j'ai senti que j'avais envie d'aller un peu plus loin dans le côté ostéopathie et j'ai commencé à développer un deuxième cabinet uniquement dédié à l'ostéopathie. Ça veut dire que je n'ai pas choisi de faire les deux dans le même cabinet. J'ai choisi vraiment de me séparer les activités et petit à petit... Dans la même ville? J'étais dans la kinésithérapie rurale, hein, j'étais en campagne. Et donc j'avais un cabinet de kinésithérapie et un deuxième cabinet d'ostéopathie qui était à peu près à 10 km de la ville initiale. Une fois la mise en route de ce cabinet d'ostéopathie, il a fallu à peu près une année pour développer correctement l'activité. Et au bout d'une année, il a dû falloir se faire un choix sur le fait de rester kiné ou pas. Parce que je ne pouvais pas être des deux côtés. Donc j'ai fait le choix finalement de me transférer sur l'ostéopathie et finalement de revendre, de recéder mon cabinet de kinésithérapie à cette époque. D'accord. Alors, il y a eu un petit intermède de 2 ans, je crois, où vous êtes installé comme kiné à La Réunion. Alors et après, c'est à voilà. votre retour. Tout à fait. que vous Ensuite, avez j'ai fait eu ça. effectivement une phase de 2 années où j'ai repris ma convention parce que je m'étais déconventionné donc complètement. J'ai repris ma convention et de retour ensuite en métropole, j'ai là fait le choix de me déconventionner à nouveau complètement, de reprendre un cabinet d'ostéopathie exclusive et donc de me radier du Conseil de l'Ordre pour des raisons qui étaient, je dirais, assez personnelles. Voilà. là-dessus. Alors justement, puisqu'on va rentrer Ouais. dans pourquoi cette radiation totale, et puis concrètement aussi, comment elle se réalise, comment on procède Alors, juste techniquement. Déjà, comment elle se réalise de manière très simple, avec un courrier recommandé, accusé de réception au niveau de l'ARS, au niveau du Conseil de l'Ordre. D'accord. Et là-dessus, toutes les personnes en face attestent effectivement de mon souhait de me radier du Conseil de l'Ordre. Voilà, sachant que pour moi, et là c'est plutôt sur la partie choix, pourquoi est-ce que je l'ai fait? Il y avait 2 raisons principales. La première, elle était d'arrêter aussi de financer une cotisation dans un organisme auquel je ne participais plus. Et j'ai à ce moment-là fait le choix d'adhérer à des associations professionnelles d'ostéopathie qui étaient plus en accord finalement avec ma pratique. Ça, c'était le premier choix. Et le deuxième choix, j'allais dire, c'était un choix un petit peu jusqu'au boutiste de ma pratique, où finalement, ne pratiquant plus de kinésithérapie, je ne voyais pas l'intérêt de garder cette adhésion au Conseil de l'Ordre et j'avais envie d'aller au bout de mes convictions, finalement, au bout de ma recherche. Oui, donc 2 raisons, si je résume, à la fois techniques et personnelles. Technique et personnelle, oui. Donc, il y a un vrai choix personnel quand on choisit de se déconventionner. Alors, lorsque nous avons échangé, Maître Jean-Pierre Viennois, vous m'avez dit, moi je vois une première raison que vous avez rencontrée sur le terrain qui est en fait liée à une évolution de la loi, notamment du zonage. Alors expliquez-nous un petit peu pourquoi, lorsque l'on est conventionné, finalement on est aussi contraint dans son installation par rapport à ce qu'autorisent les autorités pour les installations de nouveaux kinés. Oui, c'est ça. Vous faites référence à une évolution de la convention. Donc M. Riera nous a dit qu'il s'était radié de l'ordre, ce qui est une autre étape. Il faut bien distinguer la radiation de l'ordre et le déconventionnement, qui sont 2 choses bien différentes. Là, vous m'interrogez sur le fait de ne pas être conventionné. Effectivement, ça peut être un choix, ça peut être aussi une solution subie, parce qu'effectivement, depuis l'avenant numéro 5 à la convention entre l'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes de 2017, il existe un zonage du territoire français. Et dans chaque région, l'ARS, sur la base de critères qui sont déterminés par l'avenant numéro 5, doit découper le territoire en zones. Et en fonction de la zone dans laquelle on se trouve, eh bien, si l'on s'installe, on peut avoir accès ou ne pas avoir accès au conventionnement. Donc il peut se trouver que l'on soit dans l'incapacité d'obtenir le conventionnement parce qu'on est dans une zone dite surdotée. Il y a les zones surdotées, très dotées, moyennement dotées, etc. Si on est dans une zone surdotée, il est impossible de s'installer en étant conventionné. On pourra s'installer, être inscrit à l'ordre, exercer, mais hors convention, c'est-à-dire dans un système où les honoraires sont pris en charge par le patient et pas par l'assurance maladie. D'accord. Et là, ce zonage, donc excusez-moi, je n'ai pas tout suivi, et remonte à 2017. À 2017. Enfin, c'est 2018 en fait l'entrée en vigueur de l'avenant. Bon, il y a des arrêtés qui ont précisé certains points, mais
Donc ça a été mis en œuvre pour la première fois en 2019 en fait en pratique. Donc ça veut dire que pour les tout nouveaux kinés qui sont arrivés finalement sur le marché vers 2017-2018, il y en a quand même quelques-uns qui se sont retrouvés un petit peu coincés Alors par 2017-2018, ils n'ont pu encore accéder. En revanche, Ouais. ceux qui avaient déjà des projets et qui sont arrivés juste après l'entrée en vigueur de l'arrêté, ils se sont trouvés pour certains coincés effectivement et dans l'incapacité de se faire conventionner. Alors bon, il y a le principe, c'est que on ne peut être conventionné que si on prend la suite d'un médecin, enfin d'un masseur-kinésithérapeute qui part à la retraite. Et encore, il faut être présenté par lui. Et en dehors de ce cas, il y a des exceptions. On peut obtenir à titre dérogatoire, pour des raisons personnelles, pour des raisons de spécialité d'exercice, un conventionnement. D'accord. Parmi les clients que vous avez au cabinet, quelle est la proportion des conventionnés, déconventionnés? Est-ce qu'il y a une tendance, une lame de fond? Qu'est-ce que vous observez? À ma connaissance, l'immense majorité des masseurs-kinésithérapeutes sont conventionnés aujourd'hui. Et je ne saurais pas faire de statistiques ni de donner d'indications de tendance, mais j'observe sur ce plateau qu'il y a peut-être une tendance naissante, mais voilà, je ne peux pas faire de statistiques, moi, pas. Quelles vont être les problématiques juridiques, financières relatives à un exercice déconventionné du métier? C'est-à-dire l'impact sur la déclaration du chiffre d'affaires, la possibilité de maintenir une activité conventionnée en parallèle? Alors, là, il y a beaucoup de choses. Le fait d'être déconventionné libère le masseur-kinésithérapeute de l'ensemble des obligations qui sont liées à la convention avec l'assurance maladie. Donc on n'a plus ces obligations-là. On reste masseur-kinésithérapeute inscrit alors tenu par les obligations déontologiques, d'accord ? Donc toutes les obligations déontologiques qui découlent en réalité directement ou indirectement des obligations d'indépendance, de dignité, de moralité, etc. Donc ça reste applicable. Et de tarification. Lorsqu'on est conventionné, la tarification, pour tout ce qui concerne les actes qui sont nomenclaturés, la convention est complétée par ce qu'on appelle la NGAP, c'est la nomenclature des actes. Et lorsqu'on exerce et qu'on est conventionné et qu'on exécute un acte, on se reporte à la NGAP pour savoir sa cotation. Et le remboursement délivré par l'assurance maladie correspond à la cotation de cet acte. Lorsqu'on sort de la convention, on sort de ce système, et donc on pratique des honoraires qui sont en principe libres, mais comme on est tenu par les obligations déontologiques, on doit respecter la règle selon laquelle on fixe ces honoraires avec tact et mesure. C'est-à-dire en fonction de sa notoriété, de la difficulté de l'acte, et aussi de la capacité du patient, capacité contributive du patient. Alors, c'est pas exactement alors ça c'est... Pardon, vous m'avez oui, votre question a été beaucoup plus large, mais ça, c'est un des aspects. Donc, on reste tenu par la déontologie. Ensuite, vous m'avez interrogé sur les obligations d'ordre comptable. Bon, là, il y a très peu de différence, parce que, conventionné ou non, le masseur-kinésithérapeute peut exercer soit en son nom propre, soit en société, et les obligations comptables qui lui incombent dépendent de ça, de son mode d'exercice. S'il est à titre individuel, ce qui est le cas le plus fréquent, il exerce à titre individuel, là il sera imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et il est tenu d'avoir une comptabilité qui permette de retracer l'ensemble des recettes et des dépenses. Et ça, c'est vrai qu'il soit conventionné ou non conventionné. Alors, s'il est conventionné, il pourra produire le SNIR, qui est un récapitulatif fourni par l'assurance maladie de l'ensemble de ses actes. Et ça l'aidera, ou en tout cas ça aidera son comptable à comparer et à vérifier que sa propre comptabilité soit pertinente. S'il n'est pas conventionné, il faudra qu'il ait un surcroît d'attention pour bien répertorier tous ses actes et que ses déclarations soient conformes à la réalité. D'accord. Le SNIR, alors je pense que tous les kinés savent de quoi il s'agit, mais le SNIR, donc c'est le système qui permet de coter directement les actes que vous pratiquez? C'est un système qui est géré par l'assurance maladie. Non, c'est un système de collecte d'informations. C'est un récapitulatif. Récapitulatif, qui est interrégime, un système national interrégime qui s'applique dans tous les cas où il y a des régimes d'assurance sociale. Donc c'est valable pour les masseurs-kinésithérapeutes, aussi pour les médecins, tous les professionnels de santé qui relèvent de la convention, d'une convention avec l'assurance maladie. Dernière petite question, juste rapidement, c'est pas complètement le sujet de ce soir, mais les avocats appartiennent aussi à un ordre. Quelles sont les conséquences si on se dit, est-ce que par exemple tous les avocats appartiennent à l'ordre et peuvent choisir
de ne plus appartenir à cet ordre-là. Est-ce que les ordres des différentes professions sont équivalents en termes de conséquences? Qu'est-ce que ça... Alors là, on parlait de conventionnement, et encore une fois, c'est bien différent du fait d'être inscrit à l'ordre ou pas. Le fait d'être inscrit à l'ordre pour une profession réglementée conditionne le droit d'exercer. Donc le masseur-kinésithérapeute qui se demande sa radiation de l'ordre ne peut plus exercer les actes qui sont réservés, dont l'exercice est réservé au masseur-kinésithérapeute. Donc il faut soit qu'il fasse carrément autre chose, soit s'il veut continuer l'exercice d'une profession, enfin, l'exercice de certains actes, qu'il se rattache à une autre profession, ostéopathe par exemple, médecin, que sais-je, une autre profession qui lui donnera le droit d'exercer. Mais donc ça engendre l'impossibilité d'exercer les actes qui sont réservés à cette profession. Un avocat qui se ferait omettre du barreau ne pourrait plus exercer la profession d'avocat. Voilà, c'est Donc on le point rappelle commun. ne pas confondre convention et ordre. Il y a souvent quand même une confusion. Alors, Patrick Méot, vous, chez CMS, on est en prise directe sur l'évolution de la profession et les questions que les professionnels de santé se posent. Les regroupements, comment voyez-vous, de votre fenêtre, le déconventionnement, le hors-convention? Comment... On le voit tellement bien qu'on a organisé un plateau sur le sujet. Et en fait, la grosse problématique, en fait, c'est que à force de rencontrer des kinés et d'être au cœur du marché, on se rend compte que, en fait, il y a une super confusion entre justement le déconventionnement et le fait de faire du hors-convention. Donc, il nous a paru important d'insister sur le sujet. Par contre, je vais peut-être dévier un petit peu parce que en dehors du législatif, moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation avec le patient. Parce qu'en fait, c'est peut-être un sujet qui était prévu au plateau, mais je voudrais l'aborder d'entrée parce que c'est quand même important, la relation thérapeute-patient. Et en fait, le patient change de statut à partir du moment où il est avec un thérapeute déconventionné, dans la mesure où il devient en fait le client, puisque c'est lui qui paye, en fait, et c'est plus la sécurité sociale. Qu'est-ce que ça change, Oui, Pierre-Alain? indirectement, effectivement, il va devenir le client, même s'il reste avant tout un patient. Pour que l'on soit kiné, médecin, ostéopathe ou infirmier, on a l'habitude de soigner des patients. Donc, dans l'esprit du thérapeute, ça ne change pas grand-chose, je pense. Est-ce que ça n'oblige pas à avoir finalement un surplus de travail ou un surplus de connaissances pour pouvoir justement justifier son déconventionnement et justifier des fois un tarif qui pourrait être supérieur? Ça, c'est une autre question. Mais sinon, du côté du patient, oui, clairement, ça va changer quelque chose pour lui parce qu'il n'est plus couvert par l'assurance maladie dès lors de sa prise en charge thérapeutique. Et vous qui avez connu les deux statuts, est-ce que vous voyez vraiment une différence dans votre relation à l'époque où vous étiez kiné par rapport à aujourd'hui? Il va y avoir une différence sur certains patients. Moi, ce que j'avais remarqué dans la pratique de kinésithérapie, c'est qu'il y a aussi, qu'il y a proportionnellement parlant, un certain nombre de patients qui vont venir se faire soigner dans un cabinet de kiné en étant en attente avec une certaine pathologie, certains problèmes. Et puis d'autres patients qui vont, soit parce qu'ils sont en fin de traitement, soit parce que la kiné leur fait du bien, mais où l'acte ne serait peut-être pas complètement justifié. Là, dans ces cas-là, on va se retrouver avec une partie de la population des cabinets de kiné qui pourra être preneuse de la kinésithérapie, mais uniquement parce qu'elle est remboursée. Alors que du moment qu'on est déconventionné, et dans ces cas-là déremboursé, pour mon cas en ostéopathie par exemple, les patients qui vont accepter de mettre un certain nombre d'euros sur la table qui sera plus ou moins remboursé par certaines mutuelles, et on sait que les mutuelles ne remboursent pas énormément là-dessus, ils vont devoir aussi faire des choix thérapeutiques, d'aller se faire soigner directement. Donc là, il y a quand même une vraie différence entre la prise en charge sécurité sociale et la prise en charge externe à la sécurité sociale qui sera essentiellement aujourd'hui mutuelle ou alors de sa propre poche. Donc ça, c'est effectivement un domaine qui change pas mal de choses parce que le patient va, et moi c'est un peu ce que j'ai toujours estimé, va aussi dans certains cas devenir un peu plus acteur de sa propre thérapeutique. Est-ce que quand même pour oser faire ce pas-là, vous m'avez dit j'ai beaucoup de confrères, collègues qui sont un petit peu frileux et qui n'osent pas le faire, est-ce que quand même c'est plus rassurant de le faire quand on a déjà quelques années de carrière derrière soi où du coup on sait qu'on va être suivi par une certaine patientèle, on sait qu'on peut faire la bascule? Alors,
Pour mon cas, je vais peut-être être un mauvais exemple là-dessus, mais il se trouve Mhm. que j'ai beaucoup bougé D'accord. et je me suis redéveloppé un peu partout, voilà, En repartant from scratch finalement. en repartant, voilà, sans trop. Alors, je dis pas que c'était sans difficulté. Il a fallu quand même s'impliquer beaucoup à chaque fois, mais ça n'empêche pas, en tout cas. C'était pas ça n'a jamais été pour moi un frein. Maintenant, je vais être tout à fait honnête en disant que, et je crois qu'on va en reparler après, donc j'empiète pas trop là-dessus, mais que de toute façon, cette double casquette, cette double compétence de kinésithérapeute et pour moi d'ostéopathe en plus, me permet effectivement, si j'ai envie, de me reconventionner un jour, si ça devenait nécessaire, ou si j'ai envie, pour X ou Y raison, et donc de sortir d'une impasse si l'impasse arrivait au niveau de ma pratique déconventionnée. C'est Oui, important de ça, c'est préciser important. ça. C'est Donc, important on de n'est le pas rappeler. déconventionné à vie. On n'est pas déconventionné à vie, alors on peut être radié du Conseil de Radié, l'ordre à ouais, vie, ouais. mais pour des raisons Oui, mais dans ce cas-là, c'est lui qui complexes. le choisit et qui vous radie. C'est Voilà. pas la même chose que demander sa radiation. Voilà, moi pour ce qui est de Donc, mon cas, j'ai demandé la radiation parce que j'avais envie d'évoluer sur une autre pratique et de ne plus participer à la première, en laquelle je crois aussi énormément. Mais au jour d'aujourd'hui, par exemple, je travaille tous les jours avec des kinésithérapeutes autour de moi dans mon cabinet. Il y en a une dans mon cabinet d'ailleurs, il y en a tout autour du cabinet aussi avec lesquels je travaille régulièrement. Et c'est des personnes en qui j'ai vraiment toute confiance et avec qui ça se passe très très bien. Et on a un vrai travail de complémentarité. Merci. Alors, non, simplement, si vous vouliez vous reconventionner, donc vous réinscrire à l'ordre, puis reconventionner, il faudrait choisir une zone qui ne soit pas Exactement. surdotée, sinon Voilà. vous aurez des Ce serait, difficultés. ce serait la seule Seule limite, quoi. limite que vous avez raison. Alors, merci à tous les trois. Vous l'avez largement rappelé dans cette première partie qu'il ne faut pas confondre hors convention et des conventions, malgré une certaine confusion entre le statut conventionné et l'appartenance à l'ordre des masseurs kinésithérapeutes. Ce sont deux choses totalement indépendantes et il est bon de le savoir, de le rappeler. En effet, le kiné peut tout à fait choisir de pratiquer en hors convention tout en restant adhérent à l'ordre. J'ai compris, j'ai suivi, je vous ai vu un peu hocher de la tête, Oui, c'est c'est ça. résumé. Non, c'est ça. C'est-à-dire que pour exercer l'activité de masseur kinésithérapeute, il faut être inscrit à l'ordre. Et on peut le faire soit en étant rattaché à la convention et en étant dans le système de financement de la sécurité sociale, l'assurance maladie, soit hors de ce système de financement. Donc nous entrons à présent dans notre deuxième partie, notre deuxième axe. Le kiné doit-il exploiter autrement ses compétences? Alors, on va revenir un petit peu sur l'offre de soins en cabinet et peut-être vous laisser, Pierre-Alain, nous rappeler la diversité possible des soins prodigués. Oui, alors déjà, juste pour répondre, est-ce que le kiné doit forcément élargir son offre de soins? Je dirais non. Il n'est pas obligé d'élargir son offre de soins, elle peut lui suffire. Si par contre il a envie de l'élargir parce qu'il a envie d'acquérir de nouvelles compétences, parce qu'il a envie d'acheter un nouveau matériel, ou parce qu'il a envie de gagner plus d'argent avec d'autres méthodes, il a le droit de le faire. On le verra peut-être avec Maître Vienno après, c'est peut-être un petit peu plus complexe qu'il n'y paraît, mais en tout cas, il peut avoir le droit de le faire. Juste pour prendre un exemple, quand on a échangé en amont de ce plateau, il dit que vous pratiquiez la médecine des ventouses, Oui. qui était déconseillée par le Conseil national Oui, alors de l'ordre. effectivement, il y a eu effectivement toute une histoire autour des ventouses et de la kinésithérapie. L'ordre a fini par le déconseiller. Je ne crois pas qu'il l'ait interdit. N'étant plus, effectivement, comme vous le savez, adhérent à l'ordre, je n'ai pas de communication là-dessus directe. Mais en tout cas, l'ordre l'a vivement déconseillé pour des raisons, je crois, de manquement de preuves scientifiques, pour des raisons peut-être de problèmes liés à l'asepsie aussi, si c'est mal pratiqué. Voilà, il faut savoir que tous les kinés, du moment qu'ils sont inscrits effectivement au Conseil de l'ordre, doivent respecter une déontologie, mais aussi un décret de compétence, avec des actes qui sont autorisés, des actes qui sont non autorisés. On n'a pas le droit d'aller faire une piqûre à quelqu'un, c'est réservé aux infirmiers notamment et aux médecins. Mais par contre, voilà, les ventouses ont fait parler d'elles là-dessus. Moi, il se trouve que je le pratique et étant hors du circuit kinésithérapie, je me permets de le faire voilà, sans difficulté aucune. Voilà, ce n'est pas la seule pratique que je fais un petit peu externe, mais on peut aussi imaginer qu'un kiné puisse avoir envie de faire de l'esthétique médicale avec, on connaît bien la maison LPG qui développe tout un tas de processus là-dessus. Et évidemment, c'est des secteurs qui marchent bien aussi, qui peuvent permettre à pas mal de kinés d'aller ouvrir leurs compétences sur d'autres domaines.
Patrick, vous souhaitez à ce stade-là compléter justement avec toute la diversité de ce qui peut être proposé en cabinet, potentiellement en hors convention ou en déconvention Non, totale? je pense que Pierre-Alain a bien résumé. Il y a Mhm. une espèce de contexte qui fait que le kiné, il est décomplexé, en fait, complètement, puisqu'il est sorti du système. Donc, il ira beaucoup plus facilement dans le domaine de hors convention avec l'ensemble des pratiques qu'on connaît tous aujourd'hui. Alors, je m'adresse, oui, Maître Non, Viennois. peut-être sur le cumul, effectivement, le masseur kinésithérapeute inscrit à l'ordre donc, doit respecter la déontologie qui lui permet le cumul. Hein. C'est une profession, c'est pas forcément évident dans les différentes professions de santé, mais cette profession-là est admise au cumul d'activités complémentaires, comme la gestion d'une salle de sport, par exemple, à condition de respecter certaines prescriptions, de séparer bien les activités, de respecter la confidentialité pour le patient lorsqu'il vient pour des massages, pour éviter la confusion. Mais c'est assez ouvert du moment qu'on respecte la dignité, l'indépendance et la moralité. En fait, ce sont les trois contraintes. Et au-delà des prestations, le thérapeute a la possibilité aussi de faire de la vente quand on est déconventionné. Oui. La vente de Oui, alors, matériel, Il faut que ce soit compatible. Tout à fait. Il faut que ce soit compatible avec la l'activité, bien sûr. dignité, Oui, oui. ouais, et la moralité. C'est la seule limite. Il ne faut pas exercer. Ça rentre dans l'accompagnement général du patient. Voilà. Ouais. Donc c'est intéressant. Alors que l'ordre nous rappelle sans cesse qu'il ne faut pas confondre cabinet et commerce. Le cabinet n'est pas un commerce. Or, sous certaines conditions, on peut effectivement vendre. Si vous avez, je ne sais pas, des appareils de gym ou enfin, vous pouvez très bien vendre des choses directement aux patients et ça arrange tout le monde. Oui, je pense qu'après, c'est quand même une histoire de bon sens aussi. Oui. Il est tout à fait légitime que l'ordre aujourd'hui encadre toutes les pratiques liées à l'activité de kinésithérapie. Ça me paraît tout à fait normal et cohérent. Et quand on en sort, ce qui est mon cas, ça ne veut pas dire pour autant qu'être radié ou vouloir être sorti de ce système-là autorise à faire tout et n'importe quoi non plus. Voilà. Il faut quand même insister là-dessus. On reste des professionnels de santé. Et à ce titre, on se doit de faire attention à notre bonne pratique dans un cadre qui nous est autorisé malgré tout. Mais sans parler, excuse-moi, mais sans parler de faire tout et n'importe quoi, les kinés sont quand même dans une situation assez étriquée. Parce qu'il y a des kinés qui se révèlent être des commerciaux, vouloir vraiment remplir cette notion d'accompagnement général auprès de leurs patients et ils n'en ont pas les moyens. Oui. Pas toujours les moyens. Pas toujours les moyens. Ouais. Alors, Maître Viennois, est-ce que dès lors que le kiné est radié du CNOMCA, c'est pas facile à dire, hein, enfin, du Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes, est-ce que ça signifie qu'il n'a plus le droit d'exercer des actes de kinésithérapie ou juste que ceux-ci ne sont plus remboursés par la Sécu puisqu'il n'est plus praticien conventionné? Qu'est-ce que dit la loi? Ah oui, non, mais c'est très clair, puisque cette profession est une profession réglementée. Ça signifie que pour exercer cette activité, il faut avoir les titres, diplômes et être inscrit à l'ordre. Le fait de ne plus être inscrit à l'ordre interdit l'exercice des actes qui sont réservés aux masseurs kinésithérapeutes. C'est-à-dire, et vous avez tout à l'heure évoqué le décret de compétence, c'est exactement ça. Il y a une liste d'actes qui sont accessibles qu'aux masseurs kinésithérapeutes. Alors, en fait, il faut distinguer, il y a trois catégories d'actes, en fait. Il y a ceux qui sont réservés aux masseurs kinésithérapeutes. Il y a ceux qui sont réservés à plusieurs professions à la fois. Ils peuvent être exercés par des médecins, par exemple, par des masseurs kinésithérapeutes. Et puis il y a ceux qui sont que tout le monde peut exercer. On a découvert avec l'arrêt de la Cour de cassation cet été que le massage non thérapeutique est en réalité un acte que tout le monde, ou a priori pour l'instant, tout le monde peut exercer. Enfin, une esthéticienne, en tout cas. Alors, c'est une profession qui est très peu réglementée, peut exercer. Donc, trois catégories d'actes, en fait. Mais bien sûr que donc, par hypothèse, il y a un changement quand on sort de la réglementation. Oui. Alors, en même temps, on quitte la réglementation d'une profession pour être confronté aux réglementations d'autres professions. Oui, absolument. Tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on part dans une réglementation autre, avec, pour ma part, une absence d'ordre. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi un décret de compétence qui est mis en place, qui a été mis en place depuis quelques années. 2007. C'est encore tout frais. Hein, voilà, absolument. Et donc, à ce titre-là, les ostéopathes non plus n'ont pas le droit de faire tout et n'importe quoi. Moi qui suis formateur en école d'ostéopathie, on apprend à nos élèves, effectivement,
à respecter tout un tas de codes qui les exonèrent de faire des erreurs qui pourraient être préjudiciables pour leur pratique, pour eux, mais pour leurs patients surtout. Oui, il faut s'enlever de la tête que le fait de quitter l'ordre, on ne devient pas un anarchiste à faire. Non, On adhère. c'est pas On la ne liberté gagne pas en totale. liberté, au contraire, on perd en liberté, puisqu'on est dans un Ah. domaine réglementé. Si on sort de ce cadre, on a au contraire, a priori, l'interdiction d'exercer les actes qui étaient réglementés. Tout à fait. On en perd une partie. Une partie. Ouais. On en perd une partie. On perd aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, qui est le droit de prescription. Aussi, dans Oui. kinésithérapie, il y a un droit de prescription qui a été mis en place il y a quelques années, il y a pas mal d'années maintenant, sur tout un tas de dispositifs médicaux. Bon, ben voilà, c'est aussi autre chose que l'on peut perdre si on se radie, ça c'est sûr. Si on se déconventionne, je ne sais pas. Non, ça devrait pas Je pense changer. pas. J'aurais tendance à dire non. Non, ça ne change rien. En revanche, c'est vrai que. Et puis, on est assujetti à d'autres obligations. En tant qu'ostéopathe, vous devez avoir le réflexe de déceler le symptôme qui fait que vous êtes en limite de compétences, que vous devez Tout à fait. faire appel au médecin, etc. Donc, c'est une autre réglementation qui s'applique. Moi, j'ai une question. En fait, parce que là, l'illustration de ce soir, c'est un kiné qui a choisi l'orientation ostéopathie et qui s'est déconventionné. Mais un kiné qui se déconventionne n'est pas obligé d'être ostéopathe. Pas du tout. Ah non, C'est important, ça. ouais, bien sûr. Pas du tout, non, non. Parce que là, on confronte les deux univers. Mais, Non, c'est l'histoire de ouais. M. Riera, mais Ouais. l'ostéopathie, c'est une profession qui peut être cumulée avec la profession de masseur-kinésithérapeute, avec la profession de médecin, ou exercer seul. Le choix de M. Riera, ça a été de cumuler dans un premier temps et ensuite de sortir de la profession de masseur-kinésithérapeute pour être ostéopathe. Il pourrait aussi décider de ne plus rien être, d'être esthéticienne s'il veut faire des massages thérapeutiques. Exactement. ou Esthéticien. esthéticien. Je me pose la question d'ailleurs. D'ailleurs. Oui. Mais c'est vrai que vu de ma tête, du coup, c'est moins flagrant dans votre cas parce qu'on peut être kiné plus ostéopathe, alors qu'effectivement, le kiné peut vraiment choisir plein d'autres domaines sur lesquels il peut être légitime. Oui, qui relèvent de chimie sportive, C'est- absolument. santé, C'est un vrai choix relève- d'évolution en fait. Pour ma part, c'était un vrai choix d'évolution. C'est un choix de dire, bah voilà, j'ai envie d'apprendre d'autres compétences, donc je fais ça. Puis finalement, je m'aperçois que ça convient mieux à ma pratique. Ça rentre plus dans ce que j'avais envie de proposer moi en termes de traitement. Mais vous Donc, auriez je pu fais faire ce autre choix. chose. Mais j'aurais tout à D'ailleurs, si fait, on regarde le site du Conseil national, il est envisagé le cas de la gestion d'une salle de sport par un masseur-kinésithérapeute. C'est possible de cumuler l'exercice classique de la profession avec la gestion d'une salle de sport. On peut imaginer aussi du suivi sportif. C'est une profession de ce point de vue-là quand même assez ouverte. Il y a moins ouvert. C'est vrai. Alors, merci beaucoup. Donc, nous allons essayer de tenir les promesses annoncées en début d'émission. Nous avons dit que nous allons essayer de donner toutes les clés de compréhension sur les aspects juridiques financiers. Alors, on a déjà assez largement répondu. Dans cette dernière partie, notre volonté, c'est d'apporter des réponses aux questions financières et juridiques que se posent les kinés, donc dans l'éventualité d'une activité déconventionnée. Alors, est-ce qu'on peut conserver une activité conventionnée en parallèle et dans quelle mesure ? Donc ça, vous avez déjà répondu. Oui, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc, si vous êtes déconventionné, vous ne pouvez pas avoir d'activité conventionnée, par hypothèse, parce que vous êtes sorti de la convention. En revanche, ce qu'il est possible de faire, c'est d'être conventionné et, dans certains cas, de cumuler avec des actes non conventionnés. Mais c'est très restrictif, puisqu'il faut que soit l'acte ne soit pas inscrit à la nomenclature. Donc, c'est par exemple le cas du suivi sportif, par exemple, de la gymnastique hygiénique. Donc ça, on peut, si on est conventionné, facturer un suivi sportif en plus, ce qui est non conventionné, mais parce que ça ne fait pas partie de la nomenclature, ou alors des actes qui ne sont pas prescrits et qui ne sont pas thérapeutiques, et que pas prescrits par un médecin et non thérapeutiques. Et là, c'est possible aussi de les délivrer et de les facturer lorsqu'on est conventionné. Mais c'est limité à ça. Donc on ne peut pas se dire, je vais avoir une partie de mon activité conventionnée et une partie de mon activité non conventionnée et facturer à titre non conventionné, c'est-à-dire librement, des actes qui relèvent de la convention et de la nomenclature. Ça, c'est pas possible. Donc c'est quand même assez restreint. Donc en fait, il est difficile de faire le choix d'exercer hors convention
le basculement est assez brutal parce qu'il faut décider de passer à ça. Alors, sauf à accumuler avec une activité qui permet un glissement, comme vous l'avez fait avec l'ostéopathie, par exemple. Voilà, comme je l'ai fait la première fois avec l'ostéopathie, tout à fait. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas si évident que ça, et ça demande quand même une certaine prise de risque. Ça, c'est important de le comprendre aussi. Un kiné qui va avoir son cabinet normalement rempli de patients, avec souvent pas mal de délais, parce qu'en ce moment, tous les cabinets de France débordent un petit peu de travail. Du jour au lendemain, va décider de se déconventionner parce qu'il a envie de faire l'ostéopathie, de la médecine chinoise ou autre chose. Eh ben, il va devoir faire attention à une perte de chiffre d'affaires dans un premier temps, à devoir remplir le cabinet. On est dans une démarche qui est tout autre. Donc ça, c'est important de bien le comprendre parce qu'il y a, évidemment, on peut se cacher un tout petit peu derrière l'aspect remboursé de la kinésithérapie qu'on ne pourra plus faire quand on est sur un tarif déjà plus élevé, souvent, et qui ne sera pas remboursé par la Sécu, donc prise en charge soit par le patient complètement, soit en partie par les mutuelles. Et comme dans toutes les professions, il y a un certain prix pour la liberté. Exactement. Donc, c'est un choix. Et c'est bien de choisir en connaissance de cause, hein, c'est tout l'objectif de notre débat de ce soir. On n'est pas là ni pour édulcorer, ni pour bannir, ni pour donner les éléments. Sur des aspects très techniques, comment on déclare son chiffre d'affaires donc, chaque année? On le déclare à partir du relevé qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le professionnel doit tenir en pratique un livre-journal, c'est-à-dire chaque jour, il doit indiquer sur un bordereau tous les actes qu'il a fait et tout ce qu'il a encaissé. Et à la fin de l'année, ça fait un ensemble d'écritures qui lui donnent son chiffre d'affaires. Celui qui est conventionné aura le SNIR pour corroborer ça, celui qui n'est pas conventionné n'aura pas le SNIR pour corroborer. Voilà. Et cette déclaration et cet ensemble d'écritures fera l'objet d'une déclaration avec celle du bénéfice, parce qu'il faut déclarer le bénéfice. Donc ça, moins les charges, ça donne le bénéfice. Concrètement, c'est la même chose, hein, qu'on soit conventionné ou déconventionné, ou radié, ou ce qu'on veut. Il y a un moment où on encaisse des recettes, on a des charges, ça donne un bénéfice, et on va être imposé sur ce bénéfice-là. Donc, là, si on est en société commerciale, c'est un peu plus compliqué, puisqu'il faut avoir une comptabilité commerciale. Là, c'est en individuel. Donc, voilà, oui. Et donc, il y a une petite simplification comptable. Quand c'est répertorié dans le SNIR, ça vous permet, c'est un petit peu comme votre feuille d'impôt pré-remplie. Sauf que ça ne suffit pas. Donc, en pratique, autant pour les médecins du secteur 1, le SNIR suffit. Mais c'est les seuls professionnels libéraux pour lesquels le SNIR suffit. Pour les autres, l'administration fiscale demande une déclaration précise. Donc, c'est seulement un indice. Quelle tarification a-t-on le droit d'appliquer et pour quelles prestations? Du coup, je me tourne vers vous. Et puis, ça va dépendre de plein de choses. Si on parle de l'ostéopathie, ce que je pratique, en France, c'est très très large en termes de différence, hein, avec des praticiens qui vont fonctionner avec du 50 € la consultation. Et puis à Paris, on a des prix qui s'envolent au-delà de 100, 120, 130 €. À Lyon, là où j'exerce, grosso modo, on est entre 60 et 80 € la consultation. Mais du coup, avec aussi un temps, on a dit, moi je passe 45 minutes avec mon patient. Avec un temps souvent qu'on estime être un petit peu supérieur à un acte de kinésithérapie qui devrait d'être une trentaine de minutes. En pratique, il y en a pas mal d'actes de kiné qui sont un petit peu plus courts, mais il y en a aussi beaucoup qui respectent les 30 minutes. Je ne pense pas qu'il faille faire de parallèle entre le tarif de la consultation et le temps passé. C'est plutôt une compétence qu'on apporte un petit peu différente et surtout une réponse à une demande. Aujourd'hui, beaucoup de patients se tournent vers des pratiques déconventionnées. On parle de l'ostéopathie beaucoup, mais il y a aussi beaucoup avec la médecine chinoise, avec la chiropraxie, toutes ces pratiques-là qui marchent bien aujourd'hui pour des raisons très simples. C'est qu'il y avait un vide par rapport au traitement apporté sur ces pratiques-là. Donc là, ce vide est en train de se combler, mais effectivement, ça a un coût qui est un peu plus élevé. Jean-Pierre, une question pour vous. Quel impact sur les aspects de la retraite? C'est-à-dire comment le thérapeute doit-il déclarer ses droits à la retraite en tant que praticien déconventionné? Alors en fait, si on parle des masseurs kinésithérapeutes, qu'ils soient conventionnés ou pas, ils relèvent du régime des professionnels libéraux. Donc ça, ils doivent cotiser tous les deux à ce régime-là. Ils relèvent aussi de la caisse complémentaire des masseurs kinésithérapeutes.
pour ces deux, donc le régime général plus la caisse, plus le régime complémentaire, c'est égal. Et ceux qui sont conventionnés versent une cotisation supplémentaire et ont droit à un complément de retraite. Cette cotisation, elle est prise en charge par l'assurance maladie à hauteur de, enfin en gros, c'est 2/3. Donc ça, c'est un petit avantage aux médecins conventionnés, aux kinésithérapeutes conventionnés, pardon. Mais on trouve la même chose chez les médecins, c'est pour ça que pour les médecins, pour l'assurance maladie, par contre. Pour la retraite, c'est différent. Mais donc, il y a une petite prime au fait d'avoir été masseur kinésithérapeute conventionné, c'est qu'on a un petit avantage pour la retraite. Voilà. Bon, les autres ne cotiseront un petit peu moins, mais il faudra qu'ils se préoccupent un petit peu plus de leur retraite de leur côté. Ouais, tout comme on retrouve aussi ce système de prime dans le côté cotisation assurance maladie au niveau des URSSAF, où il y a le fait d'être conventionné permet un taux extrêmement réduit de calcul de cotisation d'assurance maladie, alors que du moment qu'on se déconventionne, on multiplie ce taux par à peu près 10 ou 15, je ne sais plus exactement. Après, on est au régime général des professionnels libéraux. Donc, on a à peu près 30% de charges sur le bénéfice. Hein. Voilà. Là, c'est un point commun avec les médecins du secteur 1. Dans les deux cas, il y a une récompense donnée par l'assurance maladie qui aide ceux qui sont conventionnés. Et on passe d'un taux de 12-13%. 30%. Ouais. Alors, hors antenne, vous avez évoqué une idée très intéressante en faisant un parallèle avec les secteurs 1, secteur 2. Quelle serait votre idée? Qu'est-ce que vous avez à proposer à un partenaire qui pourrait être l'UNIM, par exemple, sur une nouvelle idée? Moi, je pense qu'une des premières questions que vous aviez évoquées, c'était finalement, est-ce qu'aujourd'hui, le déconventionnement est l'Eldorado pour les kinés? Encore une fois, libre à chacun de voir où il a envie d'aller. Par contre, ce qu'il y a de certain, c'est que ce qui pêche aujourd'hui beaucoup chez les kinés, c'est la non-revalorisation des actes ou le très peu de revalorisation des actes conventionnés et donc finalement un chiffre d'affaires qui peine à monter malgré des cabinets qui sont pleins et des kinés qui travaillent beaucoup. Donc là, il y a un problème là-dessus, parce qu'en plus, on voit que la vie n'est pas donnée, que le matériel, on en parlait tout à l'heure avec Patrick, coûte cher, et tous les nouveaux matériels qui vont être mis en cabinet, on parle du laser, on parle des ondes de choc, on parle de tout un tas de choses, ça va avoir un coût, et il faut pouvoir réussir à valoriser un petit peu tout ça. Aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure avec Jean-Pierre Viennois, il est compliqué de faire du hors convention. C'est très encadré et c'est pas très élargi en termes de pratique. Moi, ce que je pense, c'est que si on avait une autorisation en kinésithérapie de pratiquer un acte conventionné et ensuite de pouvoir faire un dépassement, un peu comme c'est le cas chez les médecins du secteur 2 aujourd'hui, qui ont une pratique conventionnée et finalement qui s'autorisent un dépassement d'honoraires pour leur consultation, je pense que ça permettrait à beaucoup de kinés d'arrondir un petit peu plus les fins de mois et en tout cas de valoriser différemment leur cabinet, peut-être d'investir différemment dans du matériel aussi ou dans des formations. Parce que tout ça coûte cher. Votre proposition, j'espère, sera entendue. En tout cas, avec la modeste contribution que nous avons apportée, nous essayerons de faire remonter cette proposition qui est très intéressante. Patrick, vous souhaitiez intervenir? J'ai une question. Est-ce que justement le kiné qui veut sortir du système conventionné, est-ce qu'il a accès à la publicité, la promotion est-ce qu'il est complètement libéré? Non, puisqu'encore une fois, tant qu'il exerce comme masseur kinésithérapeute, il est inscrit à l'ordre et il est tenu par la déontologie. Donc, il doit exercer avec dignité, en respectant les règles de moralité, etc. Le marketing, la communication, c'est quelque chose de très digne. Oui, mais enfin, il sera contraint par ces règles-là. Donc, il ne fera pas ce qu'il voudra, si c'est la réponse à votre question. Ouais. Il ne pourra pas faire de la publicité comme il faudra qu'il le fasse dans le cadre autorisé par sa déontologie. Il sera, donc, de ce point de vue-là, le conventionnement ou pas, ça ne change rien. S'il veut passer une activité beaucoup plus libre, il faut à ce moment-là qu'il se fasse radier, mais à ce moment-là, il pourra faire moins d'actes ou d'autres actes. Merci à tous les trois pour votre participation. Alors, le temps passe décidément toujours trop vite. Notre émission touche à son terme. Est-ce que je peux vous demander à chacun de vous une petite conclusion de ce que vous retenez de cet échange? Déjà, Patrick, est-ce que nous avons
répondu à toutes les questions que vous souhaitiez voir abordées ce soir? Je pense qu'on a ouvert une petite fenêtre pour les thérapeutes qui se posent des questions quand même. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se posent des questions, surtout dans des secteurs avec une législation Réglementé. C'était l'objectif. Pierre-Alain, Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas de bonne méthode. Finalement, chacun verra ce qu'il a envie de faire. Le fonctionnement qui a été le mien m'est convenu parce que c'est ma personne qui l'a fait. J'ai eu envie de prendre des risques par rapport à ça. J'ai envie d'évoluer d'une certaine façon, de prendre en charge différemment mes patients. C'était une volonté de ma part. Maintenant, est-ce que ça va se transporter à toute une profession? Je ne pense pas. Mais ce qui, je pense quand même, et on en parlait juste avant, il pouvait être assoupli un tout petit peu les règles de déconventionnement partiel ou de hors convention. Je pense que ça serait bénéfique pour la profession qui pourrait effectivement progresser aussi au niveau des cabinets. merci beaucoup. Maître Viennois, votre petit mot de conclusion sur cette thématique du déconventionnement? Le fait qu'il y ait du déconventionnement est un encouragement pour ceux qui ne peuvent pas être conventionnés. Moi, je le vois comme ça. Il y a tous ceux qui voudraient s'installer, notamment à Lyon, dans une ville attractive comme Lyon, et qui ne peuvent pas parce que c'est une ville surdotée. Le fait de savoir que on peut exister de façon en étant non conventionné, c'est à considérer. Et il y a certainement un marché pour des patients qui sont prêts à payer et à participer de manière plus active, comme vous l'avez dit, à la prise en charge de leur santé. Et je trouve que c'est intéressant de savoir qu'il y a un mouvement. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc on rappelle juste qu'il ne faut pas confondre hors convention et déconvention. Se rappeler aussi que c'est un choix qui n'est pas irréversible. Et puis enfin, si vous ne les avez pas, sachez que ce sont des sujets que nous avons abordés dans le guide du hors convention, donc édité par Clinique Médico-Sport. Donc si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez le réclamer auprès. Donc vous aviez donc déconventionnement ne rime pas avec le hors convention. Vous pouvez retrouver dans la première édition. Et puis un article aussi vers un déconventionnement total avec des témoignages. Nous avons aussi interrogé le Conseil national de l'ordre sur ces questions. Voilà. Donc notre émission est à présent terminée. Donc il me reste à remercier nos intervenants sur le plateau, les équipes de Clinique Médico-Sport et d'Ouvrez l'œil, et puis de vous annoncer la thématique de notre prochain mardi de la santé UNIM, puisque nous nous retrouvons dans 15 jours pour parler de la rééducation à distance. Mais la soirée n'est pas totalement finie, car l'UNIM vous propose à présent un atelier, et je laisse Aude présenter le sujet de ce soir. Bonne soirée à tous et au plaisir de vous retrouver dans 15 jours. Oui, on se retrouve pour un court atelier, 10 minutes pendant lesquelles on va vous expliquer quel est l'impact de la réforme des indemnités journalières sur votre prévoyance personnelle et puis également ce qui va se passer du côté de l'emprunteur cette année, ce qui s'annonce. Un atelier pratico-pratique sur lequel vous aurez également la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez directement avec nos intervenants. À tout de suite. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurés d'être bien assurés.